vendredi 20 septembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Singapour 2024 et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps de rejoindre notre collaborateur. Il est le pilote de Division 1 pour la team FSR. Il est aussi le descripteur des courses sur la chaîne YouTube du GTCQ.tv. François Goulet, re-bienvenue au F1 Podcast. Merci beaucoup, Marty, pour cette deuxième invitation en remplacement de Jean-Christophe. J'espère peut-être un jour qu'il va me demander de le remplacer dans une de ses voitures ou comme ambassadeur de la marque BMW, mais bon, je vais continuer à espérer. Ben, moi, je compterais pas trop là-dessus à ta place, mais je veux pas tout gâcher tes espoirs en ce vendredi. On sait jamais. Comme tu dis, rêver, ça coûte rien, normalement. Fait que je te gâche pas ça, mais je te laisse t'arranger avec Jean-Christophe, je me prononcerai pas à sa place. Merci de m'avoir, puis c'est toujours bien intéressant, là. J'ai bien aimé ma première expérience, donc de renouveler aussi rapidement que ça aussi, ça m'enchante. Donc, merci encore. Ben, c'est réciproque, les gens t'ont bien aimé, puis nous autres aussi, on t'a bien aimé. Fait qu'on est bien content de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'aime bien ajouter la petite touche pilote, même si tu n'as pas nécessairement le même parcours que Jean-Christophe, ben, tu as ton parcours à toi, tu connais bien les circuits, tu as aussi tout ton bagage de passionné de F1, ton expérience que tu amènes à ça à travers tous les séries, tout ça que tu écoutes depuis plusieurs années. Donc, pour nous, c'est toujours un avantage d'avoir une opinion différente, même si parfois ça peut se ressembler. Mais d'avoir aussi une deuxième personne, des fois, pour soutenir ou regarder tout ça, ben, c'est toujours un avantage pour tout le monde et c'est au bénéfice des auditeurs et bien sûr à nous aussi. Aujourd'hui, pourquoi que je t'invite? Ben, si tu es un adepte du podcast, tu sais comment ça fonctionne. On fait votre guide. Dans le fond, on met la table pour le week-end de course. Question que les gens puissent en profiter pleinement. On sait aujourd'hui avec les horaires de tout le monde, c'est un peu compliqué des fois de relier passion et obligation, que ce soit familiale ou obligation professionnelle. Donc, un petit épisode comme ça le vendredi que les gens peuvent écouter soit le samedi au cours du week-end. Il y en a même qui le réécoutent le lundi. Ben, ça nous remet on essaie du moins possible de remettre les gens le plus à jour et puis leur donner le plus d'informations possible. Et j'avais envie de démarrer avec toi aujourd'hui, comme on le fait d'habitude, mais avec l'actualité. Il y a quatre sujets qui ont retenu surtout l'attention. Tu te doutes que je vais vouloir parler d'aileron, d'aileron flexible. Sans C'est problème. un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, non seulement depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui avait lieu la semaine dernière, mais depuis qu'on est du retour là, le retour de la pause d'été. Ce qui arrive dans ce dossier-là, pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est que la FIA avait conduit des tests à partir du Grand Prix de Belgique. Ça, c'était avant la pause d'été. Et on voulait se pencher sur un dossier qui fait en sorte que certaines écuries, notamment Mercedes et McLaren, qui étaient un peu plus pointées du doigt, auraient des ailerons qui bougent un peu plus que la normale. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé la question pour savoir qu'est-ce que ça change? On s'en fout. Est-ce que ça a vraiment un avantage? Je vous explique un peu ce que ça peut changer. C'est que lorsqu'on met une flexibilité plus élevée dans les ailerons et qu'on est en ligne droite, bien, à ce moment-là, à place d'avoir un front plus rigide envers le vent, bien, lorsqu'on a une flexibilité, bien, on va réduire cette fameuse traînée-là. Comme un peu le principe du DRS, lorsque le DRS s'ouvre, en gros, c'est qu'on n'a pas besoin de tout cet appui aérodynamique-là. Donc, lorsque l'aileron a une certaine tolérance pour avoir cette flexibilité-là, ben à ce moment-là, on a une moins grande rigidité, une moins grande traînée dans le vent. Où est-ce que ça se multiplie, qu'on vient gagner un plus grand avantage, c'est lorsqu'on va arriver à prendre des virages, lorsqu'on a besoin d'exploiter ces fameux ailerons-là. Si on est capable d'avoir une courbe, bien à ce moment-là, on est capable d'augmenter la tolérance, mais aussi augmenter la charge que cet aileron va prendre là, et par le fait même avoir un meilleur appui. J'aime beaucoup faire des comparatifs avec le hockey. Les gens qui sont habitués là, avec ces fameux nouveaux bâtons qu'on voit un peu partout dans l'arénage, et même c'est rendu sur nos patinoires depuis quelques années aussi, ces fameux bâtons en composite. Lorsque vous êtes capable d'appliquer une pression sur votre bâton et le bâton va avoir une plus grande flexibilité, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous êtes capable d'y donner plus de poids, lui donner une plus grande charge, ce qui va aider dans certains cas, pas dans mon cas, seulement dans les personnes qui sont vraiment des bons joueurs, ben, ça va vous donner un meilleur lancer. Lorsqu'on transpose ça à la F1, bien, c'est sûr que si l'aileron est capable d'avoir cette flexibilité-là dont on parle, bien, c'est sûr que la charge est plus élevée conséquemment que ce qu'on aurait avec un aileron plus rigide.
Lorsqu'on a fait les tests du côté de la FIA, on a décidé que le bilan était concret pour tous les écuries, que tout était légal, qu'on ne dépassait pas la norme fixée. Où ce qu'on a rajouté un peu sur le dossier, un peu d'huile sur le feu, c'est lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui avait lieu le week-end dernier. Là, on s'est rendu compte que c'est plus seulement une flexibilité des ailerons, mais c'est aussi à l'arrière de la McLaren, la MCL 38. Lorsqu'on voyait Oscar Piastri se sauver de Charles Leclerc, on était capable d'apercevoir que le DRS à l'arrière s'ouvrait. Même si Oscar Piastri menait l'épreuve et avait pas le droit au DRS, qui est normalement possible d'ouvrir lorsqu'on suit une autre voiture à moins d'une seconde. Donc, Oscar Piastri, qui menait le Grand Prix, qui n'avait pas de retardataire avant lui, n'avait pas le droit d'avoir un DRS. Donc, cet aileron-là ne serait pas supposé s'ouvrir. Et alors, bien entendu, il ne s'ouvre pas là, à pleine capacité comme on le tolère, mais c'était juste pour dire une petite ouverture. C'est ce qu'on a baptisé le mini DRS. Et là, il n'en fallait pas plus pour que Ferrari, Red Bull, pose des questions et demande là, ça c'est-tu légal? Parce que là, vous dites que de la flexibilité, c'est beau, mais là, on s'est rendu qu'on ouvre un DRS quand on n'est pas supposé. Et là, j'ai été surpris. Puis je pense que toi aussi, François, tu pourras te pencher sur le dossier. Lorsque la FIA a donné son compte-rendu puis a dit non, tout est légal après le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Là, je me suis mis à me gratter la tête parce que les ailerons aient une flexibilité, qu'on augmente la charge, pour moi, je suis pour l'évolution technique en F1. Ça a toujours été le cas. Les voitures, la série sert à ça, de repousser les limites et toujours jouer avec le livre des règlements. Je le dis souvent, on a des ingénieurs qui sont payés à trouver ces fameuses failles-là. Mais lorsqu'on arrive que le DRS est ouvert, on n'est pas supposé de l'avoir ouvert. Je trouve qu'on va vraiment contre l'esprit du règlement. Fait que ça m'a un peu surpris. Ça, c'était le premier volet. Toi, de ton côté, c'était quoi ton opinion versus ça, là, versus le mini DRS? Ben, c'est sûr qu'avoir de percevoir une ouverture du DRS alors qu'il n'est pas supposé en avoir une, surtout sur un circuit comme Bakou où on a la plus grande ligne droite, ça soulève énormément de questions. Donc, les équipes qui ont remarqué ça, et on sait qu'on est scruté à la loupe, hein, tout le monde s'observe, tout le monde se filme, et des photos, des milliers de photos sont prises. Donc, c'est sûr que les équipes qui n'ont pas pu, on va dire, qui n'avaient pas ce type d'aileron-là et qui ont vu justement une victoire d'Oscar Piastri avec cette petite ouverture-là qui, oui, va potentiellement donner un avantage, là, on peut pas le nier en tant que tel, ben, c'est sûr ils ont levé un drapeau puis ils étaient dans leur droit de protester. La légalité de la chose, toutefois, si tout a été testé selon les normes de la FIA et que cela répondait à leurs critères de réussite, bien, c'est ça qui confirme que c'était légal parce qu'ils ne le testent pas lorsque les voitures roulent, ils le testent à l'arrêt. Donc, à l'arrêt, selon toute vraisemblance, ils répondaient aux critères. Donc, c'était dans la légalité, mais je crois dans le fond que là, c'est comme OK, ben, ça a passé, mais ça ne passera plus, là, si j'ai bien compris. Exactement. Le fait que ça passera plus, c'est que ce matin, avant que les séances de célib débutent, là, on a retourné sur le dossier, puis la FIA a eu un entretien avec McLaren pour leur conseiller de ne plus utiliser ce type d'aileron-là. On ne l'avait pas apporté de toute façon pour le week-end à Singapour, mais on le reverra plus d'ici la fin de la saison. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur la légalité de la chose dans le fait des tests. C'est ce que la FIA a beaucoup mentionné, de dire, nous, on fait des tests de flexibilité pour un peu placer aussi les gens en perspective sur qu'est-ce qu'on fait. Oui, il y a les tests statiques, mais on a ajouté les tests dynamiques. Ce qu'on fait, c'est OK. on place une caméra sur la voiture et on a un système de points. Et dans ce système de points-là, si on voit une variante trop élevée, donc si on voit l'oscillement de l'aileron qui dépasse les points qu'on a fixés comme étant la limite, puis à ce moment-là, c'est là qu'on dit cet aileron-là est hors légalité. Ça, c'était pas le cas avec McLaren. L'aileron restait dans les points qu'on a fixés comme étant la zone, on peut dire la zone propre. La zone propre, l'aileron était là. Sauf qu'il y a un autre règlement qui dit que il ne doit avoir aucun mouvement de l'ouverture du DRS lorsqu'on n'est pas dans la zone et qu'on n'a pas le droit de l'avoir. Donc, c'est plus sur ce règlement-là, moi, que je trouve que c'est correct qu'on a vérifié la carrosserie, vérifié la flexibilité, sauf que c'est écrit noir sur blanc il ne devrait pas avoir un mouvement dans le DRS lorsqu'on n'a pas le droit. Fait que c'est pour ça que j'ai été très, très surpris que ça l'a passé. Et je pense que la raison pourquoi que ce matin, on a décidé de peu revenir sur la décision et même sur le communiqué qu'on avait écrit, même pas il y a 24 heures avant, là, c'était jeudi qu'on avait écrit le communiqué comme toi, tout était beau, puis qu'on continuerait de faire des études, mais qu'on ne demanderait pas aux équipes de rien changer. Finalement, on est revenu là-dessus. C'est la possibilité que Red Bull porte un protect. Quand je dis Red Bull, il y a aussi Ferrari. Et je pense que les écuries,
tu vas être d'accord avec moi, je suis pas mal sûr, François, tu sais comment que ça fonctionne là, en Formule 1, tu en as vu d'autres. Oui, Fait oui. que les écuries auraient pu même garder ça dans leur manche. Je suis surpris que Ferrari n'a pas décidé de Mhm. le faire à Bakou et attendre qu'il y ait une victoire en jeu puis dire moi je lève un protège là-dessus. T'as bougé ton DRS quand t'avais pas le droit. Et puis là, la FIA a sûrement mentionné à McLaren, a dit écoute, si jamais une écurie porte un protège, je pense pas qu'on va pouvoir te défendre. Je pense qu'on va être obligé de te disqualifier. Fait que, on dit que c'est légal, on dira pas que tu as triché, on va continuer dans le bon côté parce que si on dit que c'était illégal, ben on ouvre le protège pour revenir sur Azerbaïdjan aussi. Là, parce que normalement, on a 2 semaines après un Grand Prix pour lever la main et dire que c'est passé quelque chose. On n'est pas dans ces 2 semaines-là. Là. Fait qu'à ce moment-là, je pense que c'est tout pour jouer dans l'amiable puis essayer de protéger un peu ce qui s'est passé, l'intégrité du sport, même si souvent les choses sont faites un peu trop tard puis les pots sont déjà cassés. Mais es-tu d'accord avec ça là-dessus que la raison pour laquelle on dit pas que c'est illégal, qu'on sort pas un gros communiqué là-dessus, c'est qu'on a eu peur au protège, là, un peu. Ben, c'est certain, mais il y a un petit détail là-dedans que moi, je n'ai pas, c'est que j'ai pas. Je suis au courant de la situation. J'ai Hmm. lu aussi tes reportages, j'ai vu des interviews avec Zach Brown et Christian Horner, mais la chose que j'ai pas, c'est le visuel de ça. J'ai pas vu de photo. Et est-ce que c'est le DRS qui a ouvert ou c'est l'aileron en tant que tel par rapport au DRS qui a eu la flexibilité un peu? Parce que si le DRS bouge pas, le DRS en tant que tel n'ouvre pas, donc ça respecterait le règlement, si je ne Exactement. m'abuse. C'est Euh, c'est sûr qu'il y a une zone grise. ouais. La zone grise fait que cette ouverture-là doit être fermée. Puis elle n'est pas Ouais, fermée. OK. Bon, Donc, c'est tu ça. sais, il y a plusieurs façons. Il y a aussi, j'ai lu dans l'article du règlement aussi, ça disait, ça doit seulement être dans la zone DRS. Ben, là, techniquement, c'était dans la zone DRS. Il n'y avait pas le droit, mais ça Ouais. se passait dans la zone DRS. Fait que, tu sais, il y avait tout ça, mais c'est qu'en gros, je t'explique un peu la situation, c'est que à cause que l'aileron bouge, tu sais, ces deux segments, cette fameuse aileron arrière-là, ben le bas de l'aileron descend un peu plus bas. Donc, ça vient créer c'est pour ça qu'on dit vraiment un mini DRS, parce que ça n'a rien à voir avec, de Ah mémoire non. comme ça, c'est une ouverture de 80 mm que le DRS donne. Puis là, on a peut-être une ouverture de même pas 5 mm. Sauf que c'est plus que les autres. Si on a le droit de le faire, ben à ce moment-là, les autres écuries pourraient le faire. Puis tu m'emmènes justement sur ce dossier-là que je voulais préciser. Tu sais, quand on fait nos épisodes, on se base beaucoup sur ce que les gens nous écrivent. Hein. On veut répondre aux questions le plus possible. On choisit les sujets en conséquence des conversations que les gens ont. Puis il y a énormément de gens qui me posaient la question disant ah, Red Bull puis Ferrari, qu'est-ce qu'ils ont à chialer? C'est un peu bébé, on se pointe du doigt. Un, c'est la Formule 1 depuis tous les temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, maintenant, il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est le fameux plafond budgétaire et Mhm. la restriction qu'on met sur le développement des écuries, donc ce qu'on peut faire en soufflerie. La raison pourquoi que Red Bull et Ferrari lèvent la main plus que les autres, c'est qu'on a moins de temps que n'importe quelle écurie pour encore 6 mois. Puisqu'on était les deux écuries au devant du peloton, au haut du classement des constructeurs, eh bien, pendant une période de 6 mois, c'est nous qui avons le moins de temps soufflerie versus les autres. Donc, avant de commencer à se lancer, investir du temps, investir de l'argent, d'en faire le développement, parce qu'on est capable d'en faire des aérons flexibles, on est capable de créer un mini DRS. Mais avant de faire ça et d'apporter ça sur un circuit 2, 3 semaines plus tard, après avoir investi, comme je vous dis, de l'argent, du temps de développement, et se faire dire par la FIA, on a changé d'idée, finalement, c'est plus légal. Mais là, on va avoir perdu du temps précieux qu'on n'a pas à gaspiller pour Mhm. notre développement de d'autres items sur la voiture, pour des améliorations qui pourraient servir. C'est ce qu'on veut pas présentement. C'est pour ça qu'on lève la main et qu'on a posé à nombreuses reprises des questions à la FIA pour dire, venez clarifier cette règle-là parce que nous, c'est un point important dans la direction qu'on va prendre sur le développement de notre voiture dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Justement, Ferrari a apporté un aileron flexible à l'avant de sa voiture. Puisqu'on avait donné des clarifications sur les ailerons avant, on a dit, nous aussi, on va le faire. Là, le mini DRS, c'était tout nouveau à Azerbaïdjan. On venait de voir ça. Fait que là, on attendait du côté de Ferry pour dire, est-ce que Fred Vasseur, il voulait dire, moi, est-ce que je mets de la pression sur mes gars à l'usine pour commencer à développer ça? On le sait, l'aileron avant flexible était supposé être présente seulement au Grand Prix d'Austin. Finalement, on l'a devancé. On a mis énormément de pression là-dessus parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre. Puis on l'a apporté à Singapour. Donc, ce côté-là est très important aussi de savoir est-ce que les écuries veulent vraiment investir du temps là-dedans pour comparer, pour venir copier ce que McLaren a apporté. Donc, de ton côté,
une fois qu'on le sait là, que c'est fini le mini Mhm. DRS, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait se repencher, essayer de ramener dans l'évolution, ou tu penses que c'est plus facile de laisser terrain égal à tout le monde, de dire le DRS, il est fermé quand on n'en a pas besoin, puis on laisse ça comme ça. Déjà qu'il y en a qui n'aiment pas le DRS, qui sont allergiques lorsqu'on parle de ça, qui voudraient l'éliminer complètement. Si on commence à le donner à tout le monde en tout temps dans une course, c'est pas vraiment la meilleure idée, là. Ben, je préfère que ça reste, oui, ouvert à 100% ou fermé à 100%. Tu sais, les zones grises et les interprétations du règlement, c'est jamais bon parce que ça amène des inégalités. Donc, je préfère que ce soit noir ou blanc et qu'on n'ait pas d'ambiguïté à ce sujet-là. En conclusion, je pense de ça, ce qui est arrivé, c'est que, bon, ça a passé au conseil, mais ne le refaites plus. McLaren ne l'a pas. Ça a été vérifié par la FIA. Donc, et même Christian Horner a dit, écoutez, tout est beau, ça a passé le test, c'est conforme. Alors, sujet clos, selon toute vraisemblance. Zach Brown, lui, ben, il a dit, écoutez, on était légal. Il a utilisé les mots en anglais, clever engineering, donc De l'ingénierie brillante, ouais. l'ingénierie brillante, ouais, c'est ça. Ouais. Excuse-moi. Puis, donc, tu sais, j'espère juste que c'est laissé de côté. J'ai aimé la petite portion que tu dis, ouais, ben, Ferrari avait peut-être une carte dans leur manche, puis il aurait pu l'utiliser. On pense un peu aux Canadiens, là, avec la palette de Marty McSorley en 93, là, quand tu sais qu'il y a quelque chose, puis que tu peux tirer un avantage, peut-être soutirer une victoire. Oui, des fois, ça aurait pu leur être pratique, ça aussi, là. Mais peut-être qu'ils ne voulaient pas attendre aussi là, avant de pointer ça aux yeux des gens, puis d'adresser le problème maintenant. Mais je suis content je pense que le dossier, somme toute, est réglé et on ne devrait plus en entendre parler là, de ce sujet-là. Non, exactement, exactement. Je pense qu'il va rester le dossier aileron avant, mais pour ce qui est du Ouais. mini DRS, c'est clos. Tu le mentionnais, oui, l'histoire de Protet, c'est Helmut Marko, docteur Marko, qui travaille Mhm. chez Red Bull, lui mentionnait que on a demandé l'attention de la FIA à plusieurs reprises dans le dossier, puis il a fallu qu'on commence à parler de Protet pour qu'on puisse faire un peu avancer le dossier, mais le fait que Red Bull n'avait pas voulu aller sur le Protet, on en a mentionné aussi, on en a parlé toi et moi avant le début Mhm. du podcast, de dire que Red Bull n'était pas en position de victoire. C'est pas comme Ouais. énormément de points qu'on aurait gagné. C'est sûr qu'on aurait fait perdre à McLaren, mais on s'est peut-être dit, on va peut-être attendre un petit peu avec ce Mhm. dossier-là, être sûr de le gagner. Puis Ferrari l'a pas fait non plus, mais c'est l'allusion que tu fais à Marty McSorley puis Ouais. au bon vieux Jacques Demers a Jacques, été très intelligent ouais, Jacques Devers et qui très avait gardé. ponctuel, là. C'était C'est euh, ça, exactement. Deux pour les plus allusions vieux au d'entre hockey. nous, là. Deux allusions au hockey dans notre Ouais. début d'épisode. Les gens de l'Europe vont dire de quoi qu'ils parlent, ces gars-là du Québec. Ben, c'est ça. C'est Mhm. des fois, On on a des choses comme s'excuse. ça. Mais c'était, en gros, pour faire une histoire courte, là, c'était que l'entraîneur du Canadien de Montréal avait décelé une anomalie, une inégalité dans le bâton d'un adversaire et s'en est servi en finale de la Coupe Stanley dans un match assez, de haute importance où Mhm. le changement de situation a fait basculer la série et a laissé le Canadien remporter la dernière coupe, notamment en 1993. Pour Mémorable. continuer un peu avec ce qui s'est passé, ben, il y a eu le président de la FIA. Et pour être sûr de ne pas faire d'erreur, parce que j'ai tendance à me tromper, son nom est bien Mohamed Ben Sulayem, si je ne me trompe pas. Je te donne un 9,5 sur Ah, 10 ça, là-dessus. bon, Mohamed Ben Sulayem. ouais, et Mohamed Ben Sulayem. Ah ouais, en tout cas, ouais, on va arrêter de le dire parce que c'est là que l'erreur va arriver. C'est bon. Tout ça pour dire, lui, là, il a mentionné que il veut voir plus de propreté dans le langage des pilotes et des conversations avec les écuries. Et là, il a même été en disant, on est des pilotes de F1, on n'est pas des rappers. Ça l'a soulevé la controverse. C'est Lewis Hamilton qui a été le plus fâché de ça. Lui, il a soulevé que c'était des stéréotypes, que c'était un commentaire raciste, qu'on ne devait pas mêler les choses, c'était gratuit. Ensuite, j'ai écouté le réseau Sky Sports aujourd'hui qui est, sans surprise, est allé dans le même sens que Lewis Hamilton en disant que c'était malhabile, c'était un mauvais choix de mots, on demande pratiquement des excuses, tout ça. Moi, j'ai trouvé que, personnellement, ça a été déproportionné. Je pense que Lewis Hamilton vraiment est allé là, allé tirer par les cheveux là, de dire que c'est un stéréotype. Je pense que je suis pas le plus grand connaisseur de rap. J'ai été élevé dans une ère où il y en avait beaucoup, c'était extrêmement populaire. Ça l'est encore d'ailleurs, les Dr. Dre, les Snoop Dogg, les Eminem, les 50 Cent. Et j'ai rarement vu un album de rap qui a pas le petit carré là, dans le bas en noir et blanc qui dit langage explicite. Donc Mhm. ça, je sais que toi, tu es un grand amateur de ça, tu es un connaisseur, donc Oui. ça tombe bien que tu es là. Fait que tu me corriges si je me trompe, mais du langage explicite sur les albums de rap, à moins d'acheter la version propre qui est, Mhm. t'entends pratiquement rien, là, qui est censurée aux 2 secondes, là, Tout à fait.
ça existe pas, là. Il y en a pratiquement pas. Du Il y en rap, a pas, il y en a pas beaucoup. du rap Ben, propre, là. la majorité du rap en tant que tel, 95%, les gens vont sacrer utiliser des mots, mais c'est pas juste dans le rap que ça existe à la télé, dans les films. Tout le monde qui parle anglais utilise le F-bomb ou le S-bomb, si on veut, là. Ouais, Excusez-moi, puis je dis bomb parce que la bombe S ou la bombe F. Je comprends d'où vient Mohamed Ben Sulayem avec cette idée-là, parce que c'est sûr que si tu veux attirer une clientèle plus jeune vers la F, à apprécier le sport automobile, la F1 par conséquent, ben il y a peut-être des parents qui vont être froissés d'entendre tout le temps des gens sacrés parce que oui, c'est censuré à la télé, mais si tu écoutes les entrevues en dehors ou quoi que ce soit, que tu consommes du Netflix, c'est pas censuré. Donc, euh, je peux comprendre son idée. C'est sûr que je trouve qu'on en fait vraiment un plat, Lewis Hamilton, de se victimiser un peu. Dans le rap, là, il y a des blancs, il y a des noirs. Le rappeur le plus populaire sur la planète est blanc. Peu importe d'où ils viennent, peu importe leur couleur, ils utilisent ce mot-là. Donc, je trouve que d'en parler fait un cas de ça. Moi, j'en parlerais juste pas. Toutefois, c'est sûr que pour quelqu'un qui voulait que des pilotes et ou des dirigeants d'équipe surveillent leurs mots, ben, il aurait peut-être pu utiliser d'autres mots lui-même. La comparaison était. tu sais, il y a- Ça va froisser quelqu'un à quelque part. Si c'est pas Lewis Hamilton, ça va être les rappeurs, là. Mais je trouve qu'on fait un plat un peu de ça. Mais c'est sûr que pour attirer une plus jeune clientèle, je peux comprendre qu'on veuille nettoyer un peu le langage. Euh, mais bon, à ce niveau-là, je ne sais pas, les pilotes font un peu ce qu'ils veulent. Puis on se rappelle de Christian Horner qui avait dit à Toto Wolff, Change your effing car. ouais, Change ton. Même ça vient des grands bons de la F1. Là, ouais. donc, Je, on je sais pas, l'utilise. je sais pas sur quel pied s'est levé ce matin-là pour, je Mm. sais pas d'où c'est venu, là. Je comprends le but qu'on veut aller chercher une nouvelle clientèle, mais en même temps, il y a tout l'effet d'adrénaline. Les pilotes sont à 170 battements par minute dans une Mhm. voiture. On leur demande, tu sais, on a de la compétition à côté. Tu sais, souvent, là, on a fait des allusions au podcast pour placer en perspective des gens qui disent, ah, ils sont agressifs quand ils parlent à leurs écuries. Nous-mêmes, quand on fait une certaine activité physique, tu essaies de réparer ton lave-vaisselle, quelqu'un te parle, puis là, tu Ah, sais, tu comprends la situation, puis on tout n'a le pas monde des utilise le mot, là. Tout ouais, le c'est ça, monde puis on n'a pas utilise le mot. on n'a pas des battements à 170. Je peux comprendre en entrevue, OK? Mhm. Ça, tu dis, il y a des façons de mieux parler que ça. Mais pour revenir, là, Lewis Hamilton, je trouve il doit actualiser son répertoire musical, là, comme tu dis, Oui, tout à fait. de s'approprier la musique rap seulement que c'est une insulte envers les personnes, la communauté noire. Moi, je le vois pas comme ça du tout. Puis je trouve que c'était pratiquement plus insultant que lui sorte pour dire ça. Moi, je me suis senti plus insulté des commentaires de Lewis Hamilton. Puis s'il avait voulu absolument défendre la communauté du rap, au complet, de dire, ah, ben là, c'est pas tous les rappers qui font ça. Ouais. Encore là, je pense que c'est très boiteux, là, parce que Mhm. des Busta Rhymes et compagnie, c'est des personnes qui parlent comme ça. Et puis je pense que le rap d'aujourd'hui, encore là, tu me corriges si je me trompe, est encore pire dans le langage que ce qu'on avait dans le temps, là. Et c'est rendu vraiment, c'est omniprésent, ces mots-là. Donc, OK, si tu veux prendre la défense du rap, tant mieux Lewis Hamilton, mais de commencer à dire que c'est une attaque envers les Noirs, moi, je l'ai pas vu du tout comme ça. Puis j'ai plus, comme je dis, j'ai plus été insulté d'entendre Lewis Hamilton vouloir dire que le rap, c'est seulement la communauté noire. Puis que, tu sais, les Coréens, il y a beaucoup de Coréens qui font du rap maintenant. Ah oui. Les Latinos sont là-dedans. On a les Autochtones. Ici, on en a même Oui, des rappeurs autochtones. Donc, c'est pas juste en tout cas, je trouvais que c'était vraiment pas d'actualité. Puis son commentaire prêchait l'exemple de dire on est en 2024, on est dans un sport d'inclusion, puis tout ça. Ben justement, on est dans un monde d'inclusion. Le rap, c'est pas juste à une culture que ça appartient, c'est à tout le monde. tout à fait, mais juste pointer que Mohamed Ben Sulayem, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'intention Ben non. raciste ou quoi que ce soit dans ce qu'il a dit. C'est clair à 115%. Ça, jamais la vie. Il aurait pensé à ça. Même si ces mots-là arrivent, puis que moi j'en consomme énormément, ça fait pas de moi une personne qui s'exprime moins bien par conséquent. Donc, je ne m'en formalise pas, là, mais c'est sûr que moi, je vois juste l'aspect des jeunes là-dedans. Puis Ouais. l'histoire du rap, je trouve qu'on fait une tempête dans un verre d'eau. Puis C'est, la F1, c'est un ouais. scandale. Aussitôt qu'il y a quelque chose, Mhm. on en fait une tempête. Puis on sait tout de suite que probablement dans 2 semaines, chose, un aileron à quelque part.
ou d'un pilote qui conduit plus pour son équipe. C'est la saveur du jour en F1, elle est très éphémère. Ouais, puis en plus, Lewis Hamilton, le torchon brûle depuis longtemps avec le président de la FIA. Fait que je pense qu'il a comme Ouais. voulu non seulement régler des comptes, puis il a aussi voulu le mettre sur une mauvaise, on dit en anglais, je sais pas pourquoi ça me passe par la tête, mais le mettre sur le spotlight, mais le mettre sur le rond qui brûle ou en tout cas, le mettre sur le feu. Oui, oui, En tout cas, la marmite était allumée, puis il a ouais. décidé de le mettre dedans parce que là, veut pas, c'est lui qui est obligé de se défendre. Les gens, on sait comment ça fonctionne maintenant. Lorsqu'il se passe un commentaire qui est soi-disant raciste, ben là, on le retransmet plus et c'est les autres qui disent, ah, c'était des commentaires déplacés. Mais dans le fond, on n'a jamais le commentaire original pour vraiment se faire une thèse là-dessus puis avoir la vraie opinion, de dire, ben, moi, je le vois pas comme ça. Heureusement, on a réussi à avoir accès à ça, fait qu'on peut, on peut le transmettre aux gens ce qu'il a dit puis se faire une idée là-dessus. Tout le monde a le droit à son opinion. Il y en a qui vont peut-être être plus choqués pour d'autres. Moi, du moins, je vois que tu as la même là-dessus. Moi, j'ai pas été choqué par ce qu'il a dit. Ce qu'il aurait pu choisir autre mot, oui, bien sûr, mais encore là, Ouais. si ça n'avait pas été de Lewis Hamilton, pour moi, ça aurait vraiment passé comme il a raison, Oui. faut nettoyer le langage, ils sont pas des rappers, puis point final. En tout cas, en terminant de notre côté actualité, je voulais juste placer un peu les gens en situation pour le week-end, au cas où que vous allumez votre téléviseur à la dernière minute ou vos écrans d'ordinateur. On a trois livrées différentes pour le week-end, c'est-à-dire Racing Bulls, bon, pour moi, je la trouve Ah magnifique. oui. Elle est faite en jeans. Je comprends pas pourquoi on l'a pas emmenée. Ça fait très cowboy qu'on l'a pas gardé pour Austin. Peut-être qu'on va C'est la, vrai, on aurait pu faire ça. on aurait pu faire ça. Mais je l'ai trouvée très, très belle. Pour vrai, là, puis on dit que c'est une des premières livrées F1 qui fait référence à la mode là, depuis Benetton. Je pense que ça fait plus de 30 ans de ça. Je me rappelle pas, honnêtement, d'avoir déjà vu une F1 qui fait référence à la mode. Quoi qu'on on a des logos Ben, peut-être le zipper des deux de la BAR dans le temps, dans mais le c'était pas temps. tant Oui, la c'est vrai. mode que pour brancher deux commanditaires. Oui, exactement. Mais c'est ça. C'est une bonne Oui, allusion avec BAR. Justement, j'ai vu des auditeurs pointer ça. oui. Mais c'est ça. Du côté de Racing Bulls, ça m'a un peu. J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça Très beau belle livrée, oui. qu'on est allé de ce côté-là. Ensuite, il y a Mercedes qui rend honneur à Petronas pour le 50e anniversaire de leur, non seulement c'est leur commanditaire titre, mais c'est aussi leur fournisseur en lubrifiant ainsi Mhm. qu'en carburant. Et ensuite, il y a McLaren. McLaren, que rien de trop spécial dans leur livrée. Elle est blanche et orange. Moi, elle me rappelle beaucoup celle de la triple couronne qu'on avait présentée à Monaco. Là. Je pense que c'était l'année dernière, là, justement, pour la présenter. Mais elle aussi, c'est bien réussi. McLaren, là, c'est bien rare qu'on se trompe dans nos livrées. En tout cas, de mon opinion à moi, je trouve qu'on fait des belles livrées du côté de McLaren. Et puis, Red Bull, on a décidé de ne pas l'apporter. On a décidé de mettre fin à cette promotion-là qu'on a où ce que des gens font le design de la voiture et la présentent pendant un Grand Prix, notamment à Singapour et Austin, qu'on avait ça pour le restant de la saison. On a décidé de pas le faire pour pas ajouter du poids à la voiture. On a déjà des troubles. Donc, à ce moment-là, on veut pas remplir ces problèmes-là. Fait que on décide parce que faut expliquer encore là des questions que j'ai eues. Pourquoi que les autres le font puis Red Bull peut pas le faire? C'est que du côté de Red Bull, on rajoute de la peinture par-dessus la peinture et ça, on peut pas se permettre de faire ça avec tous les problèmes qu'on a présentement. Donc, c'est pour ça. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur les livrées? Une Oui, particulièrement? ben, peut-être Vas-y. rapidement. La McLaren, j'ai entendu que c'est plus un clin d'œil aussi à. Ouais, ben, quand tu parlais de la triple couronne, oui, à la MP4 du temps de Ayrton Senna, Alain Exactement. Prost. Donc, on ressemble à ça. Moi, je suis très fan de ça. Pour la Mercedes, ben, il va y avoir peut-être un peu de confusion des fois avec la Aston Martin. Donc, en fin de semaine, on va peut-être devoir ouvrir l'œil un peu plus à ce niveau-là. Puis, je donne la palme de la plus belle livrée, bien sûr, à RB Visa Cash App, en tout cas, Racing Bulls. Parce elle est extraordinaire. J'ai hâte de voir sous les réflecteurs, justement, parce que les autos sont belles le soir avec les réflecteurs comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. Ben, on en a un aperçu là, avec la Ouais, FP2. on l'a pas vu beaucoup aujourd'hui, mais lorsqu'on a pu l'apercevoir, je l'ai trouvé très belle, moi aussi, de mon côté. Même, je trouve que c'est dommage, on devrait garder ça pour le reste. Ouais. C'est avec notre partenaire affilié Hugo Boss qu'on marque Hugo sur les voitures, parce que Hugo Boss est déjà affilié avec Aston Martin. Donc, Aston Martin marque Boss sur leur Ouais. voiture et du côté de Racing Bull, on marque Hugo. C'est ce qu'on fait. Donc, c'était pour une affiliation là, du côté mode. Si ce On va faire une complète belle voiture notre... de collection, là. Pardon? Oui, oui, On des va faire voitures. une Oui, belle quand elle voiture va de sortir. collection, là. Le petit modèle réduit, là, Oui. ça va sortir. Ouais, je suis certain qu'elle va bien se vendre, celle-là. Elle va bien se vendre pour. C'est ça. Bon, en tout cas, si c'est complète notre volet actualité, maintenant, on passe à la séance d'essai libre, aux séances d'essai libre qui avaient lieu vendredi en direct du circuit de Marina Bay à Singapour. Vendredi avaient lieu les séances d'essai libre en direct du circuit de Marina Bay
à Singapour. Ce sera la 15e édition du Grand Prix au cours du week-end. Un circuit qui fait une longueur de 4,940 km. 52,40% d'un tour se déroule à plein régime. On peut atteindre des vitesses de 323,3 km à l'heure, 19 virages, dont 4 zones DRS. Une nouvelle qui a été ajoutée pour cette édition, qui est située après le virage 14. Le circuit de Singapour a révolutionné la Formule 1 en 2008 en devenant non seulement le premier Grand Prix urbain en Asie, mais aussi la première course nocturne à se dérouler sous les réflecteurs. Maintenant, plus de un quart du calendrier, dont 6 Grands Prix, se déroule la nuit. Que penses-tu du Grand Prix de Singapour, mon cher François? Ah, j'aime beaucoup. Personnellement, il porte une place spéciale dans mon cœur parce que j'ai eu une petite pause où j'ai pas écouté la F1 pendant quelques années, milieu 2000, et j'étais en France en 2008 et je suis tombé par hasard sur le Grand Prix de Singapour qui commençait et je disais, ah ben écoutons la F1, et c'est là que je me suis remis à 100% dans la F1. Donc, et 2008, premier Grand Prix à Singapour. Pas le Grand Prix le plus soporifique, je dirais, là. C'était très Non. haut en couleur. Et On en parle même, encore même. on en parle encore parce que moi, en voyant ce qui s'est passé ce jour-là, j'avais aucune idée là, de ce qui se dessinait devant moi, mais il s'est Mhm. passé tellement de choses. J'ai trouvé ça merveilleux. J'adore cette course-là et à chaque année, c'est parce que je manque jamais de course, là, mais c'est sûr que s'il y en a une que je veux pas manquer, c'est celle-là. Puis c'est le fun que d'autres circuits emboîtent le pas de faire des courses de nuit. Six, j'essaie de calculer, là, tu me l'apprends un peu, je pense que j'en avais quatre en tête, mais oui, six, c'est merveilleux, sérieusement. J'aime bien, puis Écoute, c'est un changement. on va les faire ensemble parce que même moi, j'arrive à 6, puis dans les statistiques, OK, on a Vegas qui est arrivé l'année Oui, dernière. Ensuite, on a Abu Dhabi, oui, dernier circuit de la saison qui est passé, là, qui se fait au début à la pénombre, là, lorsque le soleil se couche. Ensuite, on a Bahreïn en début de saison qui a oui. été transféré à un circuit nocturne. Ensuite, on a Jeddah qui est arrivé Ah ben oui, Jeddah. il y a C'est ça, quelques années en j'oubliais. Arabie Saoudite. On a Singapour et l'autre, si je ne m'abuse, c'est Qatar aussi qui se déroule la nuit dans le désert. Est-ce que, ouais, mais il change pas, exemple, justement, coucher de soleil a dit à la brunante ou quelque chose comme ça. Ben, Donc, c'est ça, on peut peut-être. ouais, Le mot qu'on pourrait jouer, c'est peut-être pas nocturne, mais on pourrait dire soit sous les réflecteurs, au moins. Qu'on en ouais, a au c'est ça. moins le corps du calendrier qui est fait sur les réflecteurs, qui donne un spectacle assez incroyable. Comme tu le disais tantôt, là, les voitures, ça les fait ressortir. On les voit sur leur meilleur Mm. jour. Là. Les casques des pilotes, même tu sais, ces fameuses étincelles qu'on voit en dessous là, qui sont faits par les patins en titanium sous les monoplaces. Ça aussi, là, on voit encore plus d'implants. Les voitures, parfois, ont l'air d'aller plus vite lorsqu'il fait noir. C'est très psychologique. Mais à la Mhm. télévision, l'image, quand on la retransmet. Il y avait même eu des rumeurs qu'on voulait peut-être déplacer le Grand Prix d'Australie et le mettre de soir. Il y a deux facteurs à ça. Hein. Un des facteurs pourquoi qu'on met ça, c'est Mhm. quand lorsqu'il y a une chaleur intense, Tout à fait. ben là on évite, même si à Singapour on n'évite pas grand-chose parce qu'il fait aussi chaud la nuit. Et l'autre chose, ben lorsqu'on est dans le désert, c'est pour ça qu'on fait ça, Abu Dhabi, Bahreïn, Arabie Saoudite, ces choses-là. On essaie de contrôler la température avec ça. Puis aussi pour essayer de mettre ça à une heure qui est plus adéquate pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a parlé du Grand Prix d'Australie pour empêcher de mettre ça en pleine nuit. Si on attendait qu'il fasse justement que ce soit le soir là-bas, ben ça viendrait placer ça au milieu du jour pour nous ou en début de journée. Fait que s'il y a tout ce côté-là, pourquoi qu'on va là. Et Singapour, la raison première, malgré tous ceux que je t'ai nommés, c'est qu'on voulait que les écuries qui sont à 90% basées en Grande-Bretagne, on soit capable de garder le même fuseau horaire. Donc, faut le dire, là, faut le dire vite, le même fuseau horaire, sauf qu'on dort à la même heure, on se couche à la même heure, Mhm. puis oui, il fait encore jour, puis lorsqu'on se réveille, ben là, on va courir la nuit, techniquement, le soir. Donc, à ce moment-là, on n'est pas obligé de bouleverser les cadrans de tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire ça. Mais on l'a pas vécu, mais les écuries sont assez unanimes là-dessus que c'est quand même très difficile à, à composer avec ça, là. Même si on a des nutritionnistes, des préparateurs physiques, tout ça qui tourne alentour de ça, des docteurs pour essayer de maintenir le plus possible tout le monde à la bonne horaire, qu'il n'y ait pas d'effet négatif envers ça, là, de conséquences. Tout le monde est pas mal d'accord que c'est quand même un problème. Puis on en parlait des chaleurs, ben, c'est un des circuits les plus demandants dans la saison. Lorsqu'on fait la pause d'été en F1, les pilotes
se prépare pour la deuxième moitié en ayant Singapour en tête pour vous montrer à quel point ça a un impact sur le calendrier. On le sait que ça va être une course très demandante, donc on commence à faire de l'entraînement physique et se mettre en forme pour être prêt de survivre à ce week-end-là, même si là, ça tombe bien. D'après moi, ça a été prévu. On va avoir 3 semaines de pause après Singapour, donc pour la récupération. Je suis pas mal sûr que ça a été pensé. On a Mhm. aussi jumelé des grands prix dans le même secteur qui sont à l'autre bout du monde, Azerbaïdjan, et à l'autre bout du monde, on s'entend, là, en Ben, perspective de chez nous. Là. Eux autres, on a mis les deux grands prix un peu dans le même secteur pour essayer de limiter le voyagement. Donc, tout ça. De ton côté, Singapour, tu le mentionnais, tu l'aimes beaucoup. Moi, c'est pas un grand prix que j'aime. Pour vrai, là, tu sais, chacun ses goûts. Il y en a beaucoup qui trouvent ça intéressant. Moi, je trouve qu'il y a encore des choses à travailler. On l'a fait au cours de la dernière saison. On a éliminé quelques virages. Encore là, c'est un circuit urbain. On est restreint dans les positions où on peut aller. C'est un circuit, si tu veux l'expliquer un peu pourquoi aussi il est si demandant que ça. Oui, il y a le côté physique. Les pilotes peuvent perdre jusqu'à 7 livres pendant une mhm, course. Puis vous avez sûrement déjà vu les images là. Moi, c'est Pierre Gasly qui m'avait frappé le plus, où ce que on avait rempli là, tu sais, les fameux bacs de recyclage qu'on a chez nous à la maison, là, haut, là, les gros bacs bleus. On avait mhm. ouvert le couvercle, puis on avait pris. Il y avait deux personnes de l'entourage là, qui l'avaient pris, qui l'avaient levé, qui l'avaient mis dans le bac de recyclage qui était rempli de glace jusqu'au rebord. Tu vois Pierre Ouais. Gasly n'avoir jusqu'au cou. Puis il avait même pas l'air de grelotter, il était juste content de se rafraîchir après la course. Ça, c'est une des choses. Et tu peux-tu dire pourquoi? L'autre chose qui fait que Singapour est un des circuits les plus demandants, les rendez-vous les plus demandants dans la vie. Ben, en fait, bon, en dépit de la chaleur, ben, le fuseau horaire, ça c'est bien qu'il s'ajuste parce que j'ai entendu dire qu'il se couche à 5 heures du matin pour garder avec leur heure traditionnelle à eux. C'est que c'est un circuit qui est extrêmement taxant côté conduite. Beaucoup de vibreurs hauts, beaucoup de bosses parce que on s'entend que c'est les rues à Singapour. Donc ça, c'est très demandant. C'est un Grand Prix aussi qui est très long. En plus d'être chaud, ça frise souvent les 2 heures. Donc, pour les pilotes, on va dire que c'est l'étape ultime, c'est le défi ultime en termes de forme physique et d'endurance. Donc, de pouvoir rester concentré pendant 2 heures presque à ne pas frapper les murs qui sont très près. Il y a très peu de zones de dégagement à Singapour, quoi qu'il y en a quelques-unes, mais néanmoins, d'éviter tous ces pièges-là, c'est extrêmement taxant, donc ça rend la chose très compliquée, mais ces pilotes-là sont prêts pour ça. Comme tu le dis, ils se préparent depuis la pause de l'été et c'est certainement pensé un petit 3 semaines là, de repos là, pour se remettre de ces émotions-là. Moi, j'aimerais bien y aller à Singapour, mais juste pour l'histoire de la chaleur, c'est pas celui qui m'attire en personne a priori. Non, c'est vraiment pas évident, vraiment pas évident. Non seulement il y a le voyagement aussi pour aller jusque-là. L'endroit est fantastique, là, je pense Mhm. notamment là, les gens qui veulent voir, il y a 3 immeubles, 3 gratte-ciels, et puis en haut, il y a comme une plateforme je pense qu'on peut bouger, on peut transférer d'une tour à l'autre, mais ça fait comme un bateau dans le ciel, là. Vous allez sûrement l'apercevoir C'est au cours, interrelié, là, c'est ouais, interrelié merveilleux. au C'est cours du week-end. merveilleux. Ouais, Mhm. ça, c'est la carte postale de l'endroit, là. Il y en a plusieurs, là. Ça, c'en est une, notamment, La Grande Roue. ouais, la Grande Roue aussi. Ça, Ouais. c'est quasiment tous les Grands Prix, hein. Maintenant qu'ils Ouais, se dotent d'une Grande Roue. Suzuka, je pense, était la première, peut-être de Ouais, mémoire. exactement. On a la nôtre à Montréal, mais elle est loin un Ouais, peu. Elle est ouais. loin un peu, celle-là. Ouais, c'est ça, de plus en plus, on voit ça, les Grandes Roues. Je trouve ça le fun. Ça donne une belle ambiance autour du circuit. Euh, oui, bien sûr, Singapour, il y a tout ça qui rentre en conséquence. Le fait que c'est très long. Et puis, contrairement à Monaco, ben, Monaco, on réduit le nombre de tours pour compenser pour la longueur de l'épreuve. Singapour, on fait pas ça. Fait que non, comme tu dis, on va au maximum. Le maximum que normalement une épreuve peut durer, c'est aux alentours de 2 heures. Plus on a les voitures de sécurité. Donc, c'est très taxant. Des virages lents. C'est ce qui fait que les pilotes, ben, c'est plus long. C'est plus long en piste faire un tour complet. On va à moins grande vitesse. Je le mentionnais justement. Si vous êtes avec nous là, depuis le début de la saison, c'est très, très rare qu'on se tient en bas des 60% pour les vitesses à plein régime lors d'un tour. Là, on est à 52,40. Donc, on a pratiquement la moitié du tour qui se déroule pas à plein régime. Donc, ça aussi, ça rentre dans les explications que François Goulet avec nous aujourd'hui venait de nous mentionner. L'autre gros facteur de la saison, le gros changement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Pour la première fois en 55 Grands Prix, Red Bull va amorcer un week-end de course sans être en tête du championnat. La dernière fois qu'on a vécu ça, pour être plus précis, c'était au Grand Prix d'Espagne 2022. Donc là, maintenant, on a un écart McLaren qui est seul en tête avec 20 points d'avance. Donc ça vient changer la dynamique, là. On n'a pas vu ça depuis longtemps, là. Je le disais, 55 Grands Prix. Tu es excité de voir ça de ton côté?
Oui, ben, on entend souvent, puis on en a parlé dans notre entre-deux courses autrefois, cette parité-là maintenant qui est existante, puis on n'aime pas ça. À un moment donné, quand on voit toujours les mêmes gagnants partir avec les trophées, ben, ça peut blaser certaines personnes et on peut perdre un peu d'auditoire. Donc, d'avoir McLaren qui rebondit de belle façon cette année avec un duo de pilotes extraordinaire. C'est très excitant, mais il n'y a rien de gagné. Tu sais, ils sont derrière, donc il y a comme vraiment une chasse au championnat. Ils sont derrière côté pilote, mais ils sont devant côté équipe. Donc, ils ont le vent dans les voiles, à moins que Red Bull réussisse à aller corriger les petites lacunes que leur voiture a. Ils vont s'en aller avec le championnat des constructeurs. Et on sait que Singapour, l'année dernière, ben, c'était le seul circuit où Red Bull n'a pas été. Ils semblent pas, a priori, être en maîtrise totale de leur véhicule, de leur voiture en fin de semaine. Donc, tout laisse à croire que McLaren va encore une fois marquer plus de points là, que Red Bull durant cette fin de semaine. Du moins, c'est ce que je vois. Ben, t'as pas tort, puis il y a plusieurs, tu sais, Red Bull, c'est un peu, sont allergiques à ça, Singapour. La saison dernière, tu le mentionnais, on a remporté 21 des 22 épreuves. La seule épreuve qui n'a pas été remportée par un pilote Red Bull, ça a été Carlos Sainz qui a remporté Mhm. justement le Grand Prix de Singapour. Pour un peu régler ce problème-là, ben, on a changé la voiture cette année, ce que je trouve un peu aberrant lorsqu'on on dit elle a été bonne sur 22 des 23 Grands Prix, Ouais. 21 des 22 Grands Prix. On a décidé de changer la voiture, puis finalement, on a un peu bousillé tout ce qu'on avait dans cet ADN-là pour espérer performer à Singapour. Et là, on est forcé d'admettre qu'avec les résultats qu'on a vus aujourd'hui, c'est pas le cas. On n'a pas réglé ce Mm. problème-là. On a apporté des améliorations. Si tu me permets, je vais dresser la liste qui est quand même assez courte. Il y a 7 des 10 écuries qui en ont apporté. Beaucoup sont spécifiques au circuit. Red Bull, on a élargi les fameux conduits qui servent à l'aération des freins. On se demande pas pourquoi. On le dit, il fait chaud là-bas. Du côté de Ferrari, ben, on en avait parlé un petit peu, on a glissé un mot, l'aileron avant plus flexible. On va voir ce que ça va donner. On a bien hâte de voir. Petite modification au plancher. Du côté de McLaren, ben, c'est pas rien de très spécial. On a changé notre aileron arrière. On a été Oui, forcé, oui. on a été forcé de le faire. Puis on n'avait pas l'intention, on a dit qu'on n'avait pas l'intention de l'utiliser non plus. Il y a pratiquement pas de ligne droite à Singapour, donc ça Non. servait à rien. Et puis, c'est ça, l'aileron plus spécifique au circuit là, pour avoir une force d'appui plus élevée. Ensuite, du côté des écuries qui en ont peut-être apporté un peu plus, c'est Aston Martin. Aston Martin, on a modifié un volet de l'aileron avant. Rien en rapport à la flexibilité. C'est plutôt qu'on a changé notre aileron arrière, puis on veut être sûr qu'on a comme rajouté un petit peu d'inclinaison à l'aileron sur l'avant pour avoir une meilleure cohésion entre le partage de l'aérodynamique qui est véhiculé par l'avant de la voiture et l'envoyer à l'arrière. Donc, c'est vraiment pour mieux agencer là, l'aileron arrière, toute la voiture en tant que telle, donc en partant de l'aileron avant. Du côté de Alpine, eh bien, on dispose, nous aussi, on est allé d'un nouveau aileron arrière. Et du côté de Racing Bulls, c'est plutôt à l'avant qu'on a changé l'aileron. Encore là, oui, c'est des améliorations, mais c'est toujours un peu spécifique pour aller à Singapour où on cherche à avoir plus d'appui. On n'est pas obligé d'éliminer cette traînée-là inutile puisqu'on n'a pas beaucoup de lignes droites. Ceux qui en ont apporté le plus, eh bien, c'est Williams. Williams nous explique que c'est une continuité de ce qu'on avait présenté au Grand Prix des Pays-Bas. Grand Prix des Pays-Bas, c'est là qu'on avait vu le fameux plancher qui avait été illégal pour un certain moment, finalement qu'on avait recontrôlé nos dimensions, puis finalement, ça avait bien été depuis ce temps-là. On place nos voitures dans le top 10, alors on est forcé d'admettre que ça fonctionne. On a modifié notre suspension et puis on a modifié un peu là, des morceaux de la carrosserie, mais c'est toujours là, pour maximiser cette fameuse amélioration qu'on avait amenée là. Donc, on va avoir ça à l'œil de voir si on est capable d'amener ça à un autre niveau du côté de l'écurie Williams, qu'on aime bien voir réussir. C'est une écurie historique en F1. Mhm. Ceux qui n'ont rien apporté, ben, vous avez sûrement fait le calcul de votre côté. Mercedes, peut-être des petits ajustements, mais rien de révolutionnaire. As, la même chose, on n'a rien apporté. Et du côté de Sauber Stack, la seule amélioration qu'on a, c'est qu'on a appris. Je comprends pas qu'on n'avait pas sorti avant ça. Un gars qui se bat pour garder son banc en F1. Il semblerait que pour la première fois de la saison, Guan Yu Zhou aura la même voiture que Valtteri Bottas, parce que depuis Bahreïn, qui était le premier Grand Prix de la saison, il semblerait qu'on n'a jamais fait jeu égal du côté de Stack Sauber. Je trouve que ça aurait été bon de préciser ça avant, peut-être un peu pour sauver la carrière de Guan Yu Zhou. J'aurais peut-être été moins sévère avec lui. Euh,
pour les séances d'essai libre, la première, François, pourquoi que au F1 Podcast, on fait souvent ça, mais pourquoi c'est encore plus vrai de prendre la première séance d'essai libre de la journée, regarder les résultats, dire, ah, Charles Leclerc a été le plus vite, prendre le papier, chiffonner ça, puis lancer ça dans la poubelle. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, l'échantillonnage n'est pas nécessairement le meilleur, étant donné que ça se passe pas au même moment du jour. Donc, par conséquent, on n'a pas les mêmes températures, on n'a pas les mêmes données. C'est pour ça. Ouais, exactement. C'est ça. L'échantillonnage n'est pas le bon. Donc, on l'a fait parce qu'on doit la faire et on doit apprendre. Tu sais, on peut apprendre certaines choses, mais en bout de ligne, c'est vraiment cette séance d'essai libre 2 qu'on a eue ce matin. Les qualifs vont se faire dans les mêmes heures et que les qualifs et la course, dans le fond. Ouais, Donc, c'est celle-là qui est la plus. la première séance de célib à Singapour, c'est plus un tour de reconnaissance. C'est aller Exactement. voir s'il y a eu des changements au circuit, ou ce que c'est un peu plus glissant. Installer de la gomme, puisqu'un circuit, c'est un circuit urbain. Il n'y a pas de voiture qui court là ailleurs dans la saison. Donc, c'est tout ça, là, pour mal ça. Mais le reste des temps, là, si on commence à vous analyser ça, puis dire, lui, il va finir temps, à cause qu'on regarde la première séance, il y a des grosses chances qu'on se mette les doigts dans les yeux parce qu'il n'y aura pas grand-chose qui va avoir du Mm. sens là-dedans. Fait qu'on passe tout de suite à la deuxième séance de célib. Et tu me permettras de dire qu'il y avait Norris, Leclerc et les autres. Je pense que tu es d'accord Oui. avec ça aussi lorsqu'on regarde les temps. Lando Norris qui a inscrit un temps de 1:30,727, suivi par Charles Leclerc à 1:30,785, ce qui fait un écart de 0,058, donc des poussières. Et ensuite, on s'en va à Carlos Sainz, coéquipier de Charles Leclerc, qui lui est à 6 dixièmes, pratiquement 6 dixièmes et demi. Alors, vous comprendrez là, quand je dis Norris, Leclerc et les autres, c'est rare qu'on voit ça à partir de la troisième place, qu'on tombe dans les 6 dixièmes. Là. Ah, c'est plus qu'une demi-seconde. C'est ça. Là, je vois que tu sais, Lando Norris et Charles Leclerc, parce que j'ai vu des images beaucoup, semblent avoir pris plus de risques aussi un peu que Oui. le reste du peloton. On s'entend que plus tu prends de risques à Singapour, plus ça va être récompensé. On est toujours bien en essai libre numéro 2 là. Mais ils ont été téméraires. C'est peut-être ça justement qui peut expliquer un tel écart. Mais oui, il y a vraiment ces deux-là. Ensuite, on est à plus qu'une demi-seconde. Ça va jusqu'à quoi, 1,6 pour la 19e position. Puis ça va jusqu'à 2 secondes de la pole pour Valtteri Bottas, qui est malheureusement bon dernier à 2,059. Là, on n'a pas ajouté les arrêts au puits qui sont catastrophiques depuis le début de la saison pour Ouh, Stack. Ils sont dans une oui, moyenne de 6 secondes et demie dans les arrêts au puits là, depuis le début de la saison. Ouais. c'est catastrophique. Il faut pas oublier une chose, Singapour est le circuit, je crois, de la saison où l'arrêt au puits est le plus long, Oui. soit plus ou moins 28-29 secondes. Donc, c'est très long, ce qui nous emmènerait peut-être justement une stratégie d'un arrêt. Parce que l'arrêt au puits, c'est souvent le cas, mais c'est encore plus vrai à cause que le reste des portions, c'est tellement plus lent que la portion de l'arrêt au puits, la ligne droite, c'est là que c'est le plus rapide. Donc, Mhm. on pourrait pratiquement dire que c'est là qu'on va chercher une grosse partie du 50% à plein régime. Donc, lorsqu'on est arrêté, ça semble interminable. Tu me parles d'arrêt au puits, tu m'ouvres la porte à ce que je puisse parler de Franco Colapinto, qui a été le moment cocasse de la journée, qui a décidé de retourner au puits pour avoir des nouveaux pneus. Puis il a trouvé une façon économique là, que ça ne lui coûte pas trop cher dans son allocation de pneus. Il est allé au garage d'Alpine. Il a Ah, décidé. Ouais, j'ai trouvé ça brillant de sa part, sauf que Alpine s'en est rendu compte. On dort pas assez au ah. gaz du côté de l'écurie française. On n'a pas changé les pneus sur la voiture de Franco Colapinto. Donc, on lui a plutôt fait signe de circuler, d'avancer, qu'on n'était pas là pour lui, et d'aller plutôt à l'autre boîte d'arrêt au puits, c'est-à-dire celle d'Alpine qui est juste à l'avant. Il s'est confondu dans le noir, les deux écuries en bleu, et puis il devait se poser la question, là, juste en garant sa voiture, comment ça, mes gars d'écurie, mes mécaniciens ont des casses roses? Puis là, en même temps qu'il s'est rendu compte de ça, ben, il y a eu un de ces gars avec ces casses roses-là de faire signe, circule, circule. oui. Ben, En on tout avait cas, déjà vu ça, je pense, dans le passé. Je me rappelle si c'était oui, on a vu Raikkonen ou pire. Alonso Ouais. qui changeait de McLaren à Ferrari puis qui est allé dans son ancien pitbox. Là, Ouais. c'était à revoir, mais c'est déjà arrivé. Mais Le, le- c'est bonne guerre. Lewis Hamilton l'a déjà fait, puis Jenson Button, si je me rappelle bien, mais c'était en Ah, course qu'il avait fait ça, c'était encore pire. C'est encore. C'est Ouais. Hamilton que je fais, oui. Puis j'avais Quand vu il a changé pour Vettel. Mercedes. Vettel l'a déjà fait aussi, mais je me rappelle pas si c'était en course. Ça aussi, c'est drôle. Vettel t'a hérité, il y avait personne qui sortait, il se demandait ce qui se passe. Tu sais. Et en tout C'est cas, c'est cher c'est cher 4 pneus en Formule 1, donc je peux comprendre que les gens s'essayent. on essaie d'aller en chercher toute la location qu'on peut mettre de côté pour quand ça compte demain. On a essayé tous les trucs. En tout cas, ça m'a bien fait rire. Puis je me suis dit, il faut que je mette une note. On va pouvoir parler de Franco Ben, Colapinto, ce pilote argentin qui est sur la grille en remplacement de Logan Sargent et qui a déjà plus que doublé
ce que Sargent avait accumulé en Quadruplé carrière. même. Notre Oui, prédiction oui, s'est avérée exacte dans le vrai exact. Ça ou n'a pas pris faux. de temps en plus. Non, vraiment, vraiment vite. Ah, mais on continue avec les surprises de la journée. Tu sais, tu le disais, je pense que je suis d'accord avec toi, ils ont pris plus de risques. 6 dixièmes, on verra pas ça en course. Et la raison, qu'est-ce que ça a provoqué, ça? Ben, ça a provoqué qu'un gars comme Yuki Tsunoda, on veut rien y enlever. Très belle journée. Et il est à 7 dixièmes de la tête, ce qui est quand même assez considérable. Normalement, ça pourrait être à peu près ça qu'on pourrait le voir dans la journée de dimanche. Accéder à la Q3, puis finalement se qualifier à 7 dixièmes de la tête. Mais lui, là, ça l'a placé au 4e rang à cause que l'écart est tellement grand aujourd'hui. Donc, 7 dixièmes du côté de Tsunoda. Oscar Piastri derrière une Racing Bulls. On verra pas ça demain. Oscar Piastri qui a essayé de prendre un peu plus de risques au cours de la séance. Finalement, il a frappé le mur. Rien de trop grave. Il est obligé d'aller faire un petit tour au puits. On a vérifié ça. Tout a bel beau. Il a dit, OK, Oscar, retourne, fais attention, sois prudent. Puis, prends des risques, mais prends-en pas trop. Fait que c'est ce qu'on lui a dit. Fait que là, il est retourné en piste, puis ça, tout était correct. Donc, il n'y a pas de dommages plus sévères que ça à la voiture. Daniel Ricciardo, beaucoup de rumeurs entourant Ah oui. son futur en F1. Il y en a même qui avançaient, là, certains sites qui favorisent les potins. Ils disaient, c'est terminé, il sera même pas là à Singapour. Là, c'est plutôt Helmut Marko qui avait dit. Des fois, on se perd un peu dans les traductions, hein, des fameuses entrevues de Dr. Mhm. Marko qui fait un peu partout dans le monde, en allemand, en autrichien. Ben là, lui a mentionné que à Singapour, on va en savoir plus. Il n'a pas dit que personne ne se remet dehors. Là. C'est pour le futur, peut-être l'année prochaine. Il y a aussi la rumeur comme quoi que Liam Lawson aurait une clause dans son contrat qu'il devait faire au moins 5 Grands Prix cette saison. Là, moi, quand je voyais ces articles-là qui sortaient un peu de partout, je dis, c'est certain qu'il ne sera pas à Singapour. Il va devoir faire 5 Grands Prix avant la fin de la saison. Il faut que Red Bull remplace Ricardo. Le problème, c'est qu'il en reste 7 Grands Prix. Fait qu'il n'y a rien qui presse. Ricardo pourrait faire Singapour, Austin, un circuit qu'il affectionne très bien, Et- qu'il adore être là. Il dit même lui, qu'il est un peu en partie américain, Daniel Ricciardo. Et puis à ce moment-là, ben, après, on pourrait le remplacer. Alors, une chose est sûre, c'est que si vous êtes des fans de Daniel Ricciardo, ben, profitez peut-être de ses derniers Hmm. moments en F1. Ça se Ouais. pourrait qu'on décide d'aller vers Lawson. Pour la saison prochaine, selon longtemps qu'on vous dit, 90% sûr que c'est Lawson. Même, on pourrait dire 98,5, 99. Mais pour le reste de la saison, ben, ça se parle. Ça se pourrait qu'on ne termine pas la saison avec Daniel Ricciardo. Mais tu vas être d'accord avec moi qu'en étant 6e dans la première séance, dans la deuxième séance d'essai libre du vendredi, c'est des bons résultats qui pourraient peut-être changer son avenir. Bien, oui. Daniel Ricciardo, bon, les rumeurs sont là. Mon meilleur ami m'envoie un texto hier disant que, il se ferait peut-être remplacer après le Grand Prix de Singapour. Mhm. Mais moi, tant que j'ai pas vu quelque chose de concret, je préfère me garder une petite gêne. Par contre, en l'écoutant en entrevue ce matin, c'est il aurait une clause, et c'est lui qui l'a dit, là, si j'ai bien compris, qu'il aurait une clause à son contrat je ne sais pas laquelle, qui pourrait entrer en vigueur après le Grand Prix de Singapour. Autrement dit, probablement que une clause de performance que si Racing Bull n'est pas satisfait des performances de Ricardo, pourrait se départir de lui, mais ça rentre en vigueur après le Grand Prix de Singapour. Par conséquent, il va le faire. Pour ce qui est de Liam Lawson, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va rentrer avant la fin de la saison. Surtout si Ricardo réussit à performer un petit peu. On sait qu'il a bien performé au Mexique aussi l'année dernière. Donc Mhm. là, en ayant ces temps-là, il peut probablement garder son siège jusqu'à la fin. Mais oui, ça serait très surprenant de le voir l'année prochaine. Mais en fait, je crois pas qu'on va le voir l'année prochaine, là, vraiment, là, Liam. Non, Sinon, de toute façon, ils vont probablement perdre Liam Lawson. Un peu comme Alpine a perdu Piastri. À un moment donné, ces pilotes-là se tannent et s'en vont ailleurs. on ne peut pas se permettre ça du côté de Red Bull parce Tout à qu'autant fait. qu'on a été reconnu pour avoir une académie, former les pilotes de demain, t'es pas sans savoir, là, les pilotes de la grille qui sortent de l'académie Red Bull, là, comme ça, là, à main levée, on peut dire Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon, puis j'en oublie là, présentement. Là. J'ai nommé Euh, 5, j'ai nommé Ricardo. Vettel est plus là, ouais, Ricardo. Ricardo qui est là, ben, j'en ai 5 vite, vite comme ça, là, qui sont là. 5 sur 20 pilotes. C'est une bonne moyenne, par exemple. Oui, quand Fait même. que, fait que c'est sûr que là, mais là, c'est plus le cas, là. Oui, on a Hadjar qui est en Formule 2, mais il faut commencer à l'amener en F1 un jour si on Mhm. veut faire quelque chose avec lui et être capable de mieux l'identifier. Tsunoda, ben, écoute, on semble pas vouloir rien faire avec lui, là. On y est jamais dans aucune considération. Sergio Perez pourrait rien faire, pas faire de points pendant 5 Grands Prix, puis on ne regardera même pas Tsunoda. Après moi, on le croise dans un corridor, puis on essaie de pas le regarder pour être sûr qu'il ne pense pas qu'il y a une fausse idée qu'on pourrait l'inviter à conduire une Red Bull. Il n'y a même jamais eu un essai à bord de Red Bull. C'est incroyable, ça. Ça, c'est. Tu sais, on Ouais. a laissé Liam Lawson aller en essayer une. Hadjar, de mémoire, a déjà fait une séance d'essai libre, mais on n'a jamais rien fait du côté de Tsunoda. Donc, vraiment, on n'a pas nécessairement confiance en lui pour l'apporter
dans le futur. Ah, c'est ça. Fait qu'il faut commencer à former des pilotes de demain. Puis ça, Lawson, moi, je suis persuadé qu'il va avoir sa place là. Puis, personnellement, là, je pense pas que Ricardo termine la saison. Genre, on n'a rien qui prouve ça. Helmut, Dr. Marco avait dit qu'on aurait des nouvelles en septembre. On est rendu là, bien sûr. Septembre, euh, comme tu dis, la clause pour amener dans le contrat. Puis je pense que le plus vite qu'on peut apporter Lawson, ben, on construit pour l'année prochaine. Puis on peut même commencer à l'évaluer pour savoir s'il ne serait pas un possible remplaçant à Sergio Perez, même si selon moi, je pense que c'est trop lui demander. C'est trop demander de mettre un jeune pilote à côté de Verstappen. On l'a vu avec Ouais, Alex on l'a Albon. vu à plusieurs, Ouais, plusieurs reprises, là. c'est ça. Fait que, tu sais, on le dit, la définition de la stupidité, c'est répéter la même action en espérant un résultat contraire. Mhm. Donc, c'est pas mal ça. Si on décide de réessayer un jeune qui a à peine, qui a même pas 14 Grands Prix, la même chose qu'on avait fait avec Albon. Puis on l'a vu, Albon, c'est pas parce qu'il était pas bon, là, c'est juste parce qu'il était pas prêt. Ensuite, du côté de Ricardo, sixième, septième pour Russell. C'était pas facile pour les Mercedes, Bon. mais quand même septième, belle performance de Russell. Huitième, qui a frappé le mur en fin de séance de son côté aussi. Huitième pour Perez, belle performance. On le sait, il a remporté le Grand Prix l'année d'avant, pas l'année passée, mais l'année d'avant. Mhm. Donc, il y a une place où il est en confiance. Neuvième pour Albon, on le disait, du côté de Williams, des bonnes améliorations. Dixième pour Hülkenberg. Peut-être une surprise. On attend plus les As normalement lorsqu'on a des bonnes vitesses de pointe et des grandes lignes droites, ce qu'on n'a pas à Singapour. Onzième pour Hamilton, ça a été pénible hein, pour Hamilton. On en vient à Verstappen bientôt aussi, là, que lui aussi, ça a été très difficile sa journée. Mais Hamilton, là, quand il a entendu dire, à un moment donné, il a tout donné. On lui a dit, t'es onzième, on l'a vu dans ses réactions, il dit, ah, ça n'a pas d'allure. C'est quand j'imagine que tu connais ce sentiment-là, qui est probablement un des pires sentiments, quand tu as l'impression que tu donnes tout, que tu fais un tour compétitif, puis tu te rends compte que tu n'es même pas dans le top 10, là, c'est assez. Puis tu sais que tu peux pas aller chercher rien nulle part ailleurs. Tu n'as pas de dixième en poche. Ouais, ça, c'est assez dévastateur comme Ouais. sentiment lorsque tu donnes le maximum que tu as et tu comprends pas comment un autre pilote est capable d'aller chercher euh, un temps comme ça. Mais c'est drôle, une seconde au tour quand on y pense. Et là, on a 19 virages ici. C'est un demi, c'est un demi-dixième par virage quand tu y penses. C'est pas grand-chose, hein? Non, c'est pas grand-chose, c'est ça. C'est un claquement de doigts, là. Excusez, je m'excuse s'il y a du bruit autour de moi, là, mais mes enfants font du grabuge en haut, donc je m'excuse aux auditeurs si jamais vous entendez du grabuge de mon côté. Non, c'est correct, en espérant qu'il te reste un deuxième étage quand on aura fini. Euh, Tout à fait. Après ça, du côté Hamilton, Alonso, douzième, treizième pour Magnussen, quatorzième pour Lance Stroll, quinzième pour Verstappen. Verstappen, là, il lui reste un Grand Prix à gagner pour avoir le calendrier complet, le bingo, avoir une carte Mhm. pleine, et c'est Singapour. Il l'a jamais remporté, c'est le seul. Il y avait la Chine au début de l'année. Chine, c'est parce qu'on n'y avait pas été depuis plusieurs saisons. Il l'a ajouté à son palmarès. Mais Singapour, il ne l'a toujours pas. Et petite prédiction rapide, puisqu'on va tomber là-dedans très bientôt. Je ne pense pas qu'il va l'avoir cette année. Je pense pas qu'il va avoir un trophée Ça 2024. augure mal. Non, Ça ça augure augure très très mal. mal pour l'avoir dans Ouais. son armoire à trophée. 15e. On le sait, là, on va sortir la bonne vieille excuse que Lewis Hamilton nous a sorti depuis l'ère qu'on a passé à l'effet de sol. Ben, il fait des tests. Il est en train de Bon. vérifier la voiture, essayer de trouver les bons réglages. Il y avait des réglages différents de ce que son coéquipier Sergio Perez aujourd'hui. Mais ouais, ça sera pas, ça va être encore on dit du damage control en anglais, ben, de Ouais. contrôler les dommages du côté de Red Bull pour la saison. 16e, qui est 16e sur notre liste? Eh bien, c'est qui? Franco Colapinto qui est là, 15e dans sa Williams, 17e pour Ocon, 18e pour Pierre Gasly, 19e pour Guan Yu Zhou et 20e pour Valtteri Bottas. Mon cher François, avais-tu quelque chose à ajouter sur ces temps-là qu'on a vus aujourd'hui avant que je te demande tes prédictions pour la journée de demain? Ce que je trouvais impressionnant de ces temps-là, c'est surtout de voir la différence entre la quatrième et la septième. On a quatre pilotes en dedans de 20 millièmes de seconde aux essais. Mais c'est les essais libres, hein? Donc, Ouais. que- charge en carburant, type de pneu, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. L'échantillonnage est quand même intéressant vu qu'on est à l'heure du Grand Prix. Donc, je trouve ça intéressant. Voir Verstappen en 15e, clairement, là, c'est pas sa place. C'est pas parce que Red Bull n'est pas au sommet de sa forme que 15e place est leur endroit. L'année dernière, tu sais, c'était désastreux pour eux, entre guillemets, mais ils sont quand même partis, on va dire, plus ou moins top 10, je me rappelle bien. Puis je pense que Verstappen a fini sixième, parti 8 ou Ouais. neuvième. À Donc, l'extérieur du top 10, ben, il était le pilote le plus rapide dans la dernière portion du Grand Prix. bon, Euh, c'est ça. Puis, tu ouais. sais, c'est comme on dit, du contrôle de dommages. Il y a encore un
bon coussin de points au championnat. On l'a vu un peu à la Jensen Button, là, Brown, là, tu sais, on score beaucoup, on compte beaucoup de points en début de saison. Là, ça va moins bien en milieu, mais on est capable de continuer à contrôler cet écart-là et à finir au-devant. Donc, il va vraiment falloir une catastrophe là, pour Red Bull et peut-être un grand succès pour McLaren, histoire de rendre Norris là, un peu plus près, puis rendre peut-être la course au titre plus intéressante ou plus probable. Ouais, parce qu'il y a encore beaucoup de pilotes. Le problème, c'est que là, on a des candidats. Tu sais, Leclerc s'est invité à la fête, puis Leclerc, il fait du Piastri mal. aussi, ouais. Il fait du mal à Norris. Parce que si on pense que Norris pourrait manquer de temps pour être consacré champion, ben c'est vrai aussi pour Charles Leclerc. Ouais. Leclerc, lorsqu'il vole des points à Norris, ben, il devient de plus en plus un candidat, mais du temps, il en a encore moins puisqu'il part de plus loin là, dans son arriérage. Il y a surtout une bagarre aussi entre Ferrari et McLaren au championnat des constructeurs, en plus d'avoir Red Mhm. Bull à ça. Donc tout ça, ça vient un peu diluer la cueillette là, de points possibles d'ici la fin de la saison. Il reste beaucoup de courses sprint aussi. Quand je dis beaucoup, il en reste trois. Ouais. Fait que ça aussi, c'est des points qui vont être sous la table à vérifier. Ça pourrait un peu déranger les gens, là, ceux qui ne sont pas des adeptes de la course sprint, de savoir que ça pourra vraiment avoir un impact dans le championnat, vraiment pour la première fois depuis que c'est vraiment instauré. Je rappelle qu'en Mhm. 2021, ça avait été un peu un facteur, Oui. mais là, peut-être que ça pourrait être encore plus d'actualité là, de parler des courses sprint d'ici la fin de la saison. Ça va venir jouer un tour. Pour le reste, c'est ça. La chose qui est dure là, à faire la lecture aujourd'hui, c'est que oui, les tours rapides ont été enregistrés en gomme tendre, bien sûr, c'est toujours le cas normalement. Mais lorsqu'on a travaillé pour les simulations de course, les écuries avaient pas mal des stratégies très différentes. Ça pourrait nous réserver un bon spectacle pour dimanche, de voir qui a jugé la bonne chose, qui est plus apte à avoir une voiture qui peut mieux répondre là-dessus. Que, tu sais, du côté de McLaren, on semblait tester pour rouler en course avec les gommes tendres. Du côté de Ferrari, on semblait le faire en gomme médium. Il y en a d'autres qui étaient en gomme dure. Fait que pas mal tout le monde avait semblé avoir une idée différente de de ce que ça pourrait nous réserver le portrait pour le week-end. Qu'est-ce qui pourrait être vraiment la clé, là, les bons quatre pneus à prendre pour mieux performer en course ou pour y aller pour un train plus long. Donc, ça, là, ça a été quelque chose que j'ai trouvé qui a attiré mon attention aujourd'hui. On semblait pas là, nécessairement être toutes sur la même longueur d'onde là-dessus. Je te demande en terminant, François, ta prédiction, pas pour nécessairement pour le Grand Prix dimanche, parce que c'est encore un peu loin, mais pour les qualifications demain, est-ce que tu lui vas dans le même sens que c'est Charles Leclerc et Lando Norris et c'est un de ces deux-là qui va s'en tirer avec la pole? Ben, avant même de voir les temps des essais libres, dans ma tête, je me disais, Leclerc, encore une fois, probablement, je dis Leclerc, Paul, Norris deuxième, Carlos Sainz troisième et Piastri quatrième. Fait qu'il va y avoir un bel étagé là, Mhm. de Ferrari, McLaren à l'avant. Ensuite, c'est un peu nébuleux, là. On voit même qu'il y a on va dire, il y a des non-invités là, qui sont là, surtout Racing Bull. Pense pas qu'ils vont peut-être se mettre 4 et sixième, mais on sait jamais. On sait On sait jamais, jamais. puis je peux pas faire un mauvais jeu de mots avec Racing Bull, mais ça se peut que ça déboule aussi du Ouh, côté de Red Bull ou du côté de Mercedes. Donc, dans ce temps-là, ça ouvre la porte à des écuries comme Williams qui semblent avoir bien fait leur travail depuis le retour de la pause d'été. Racing Bulls qui a aussi des améliorations. Donc, t'es pas loin là, en disant qu'il y a certains invités là, ou non invités normalement qui pourraient se retrouver dans le top 10 puisqu'on va laisser des places là. Je pense quand même que Perez, Verstappen vont peut-être aussi rester au filet, mais ça risque d'être difficile, là. Ça va prendre vraiment, vraiment une conduite à la limite. Et on n'est jamais à l'abri d'un drapeau rouge qui aussi peut venir non. nous causer des surprises qui pourraient justement tomber à la faveur des écuries qui sont un peu moins performantes. On l'a vu à Azerbaïdjan, Lando Norris, on n'a pas réussi à capitaliser sur notre premier tour. Ben là, on s'est fait avoir avec un drapeau jaune qui avait un peu de controverse alentour de ça, mais quand tu es en piste à la dernière minute et que ça te doit absolument de performer, ben là, tu es toujours au risque au détriment des autres aussi. Et un circuit comme Singapour, ben, c'est d'actualité à ce moment-là. La pole a énormément d'importance, contrairement à d'autres circuits qu'on a passés dans les dernières semaines, soit plus de 60% des pilotes qui sont partis en pole lors des 14 éditions précédentes ont remporté l'épreuve. Et normalement, c'est la troisième place après ça qui est la plus favorable à remporter le Grand Prix. Donc, gardez ça en poche si jamais vous voyez votre pilote favori se retrouver au troisième rang. Il a toujours des chances pour le lendemain. Et la même chose pour le pilote qui va signer la pole. De mon côté, pas pour faire différent avec toi, pas pour faire de la chicane non plus. Je vais y aller avec Lando Ouais. Norris en pole. Je pense qu'il y a beaucoup de pression sur lui, il peut l'échapper pareil, mais j'ai Mhm. l'impression qu'il n'a pas le choix. Il faut qu'il parte en pole. On sait que Verstappen ne fera pas beaucoup de points au cours de la saison et ça pourrait, au cours de la saison, au cours du week-end, et ça pourrait être le point tournant du championnat. On sait qu'il doit absolument ramasser un minimum de 8 points, mais soi-disant là, qu'il en ramasserait 10 là.
en fin de semaine, mais ça pourrait être vraiment un point tournant dans sa quête au championnat. Donc, je pense qu'il n'a pas le choix, il doit partir en pôle, il doit résister à Charles Leclerc, mais c'est tout un client, Charles Leclerc, quand il vient le temps à faire un tour rapide. Oh oui. Écoute, François Goulet, qui est analyste et à la description des Grands Prix de Sim Hub F1 sur la chaîne gtcq.tv. Il est aussi un pilote de division 1 de nos partenaires, de la chère équipe écurie de la team FSR. Mais je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, vendredi, de nous apporter tes analyses et toutes à fond, tes connaissances avec nous pour faire l'analyse du week-end. Donc, je te remercie et je te souhaite un excellent week-end de course. C'était un plaisir. Merci à toi. Puis bon Grand Prix à tous. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 20 septembre. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course à Singapour. Entre-temps, je vous invite à nous suivre sur Spotify et à cliquer sur la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes, et à vous abonner sur notre page Facebook, Instagram ainsi que X Twitter. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.